La disparition récente d'Agathe Hillary a bouleversé mais aussi profondément révolté la France. Le 10 avril 2025, cette jeune femme s'est volatilisée lors de son jogging matinal. Et la tournure que prend cette affaire met en lumière encore une fois des failles judiciaires bien connues mais toujours présentes. On se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une disparition très récente. Aujourd'hui, je ne suis pas en contact avec les proches d'Agathe. Le but de cette vidéo étant de faire un point sur l'enquête après les dernières avancées très récentes qu'il y a eu sur le dossier, notamment il y a moins d'un mois. Donc c'est faire un point sur tout ce qui a été dit et vous présenter de la manière la plus exhaustive qui soit les éléments qu'on a en notre possession à ce jour. Agathe Hillary, 28 ans au moment des faits, était une jeune femme douce et passionnée. Elle habitait à Poitiers et passait beaucoup de temps chez ses parents à Vivonne. Petite commune de moins de 5000 habitants du centre-ouest de la France, située dans le département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. Agathe était une jeune femme pleine de vie. Elle aimait le jeu Animal Crossing, le dessin, les mangas, passion qu'elle partageait énormément sur ses réseaux sociaux. Sur son profil LinkedIn, elle se présentait ainsi. Je suis une jeune femme dynamique, curieuse, recherchant un emploi dans le monde de l'administratif suite à ma formation d'assistante de direction. Son parcours commence par un bac littéraire au lycée du Bois d'Amour. Ensuite, elle réalise des études de droit à l'université de Poitiers. Puis, plus récemment, elle était en poste de secrétaire d'accueil à Intersud depuis août 2024. Mais au moment des faits, elle était en arrêt maladie et recherchait un nouvel emploi. La jeune femme mesurait 1,65 m pour seulement 35 kg, une silhouette très faible, conséquence probable de troubles alimentaires qu'elle évoquait elle-même sur ses réseaux sociaux. Mais cela ne l'empêchait pas d'être une sportive accomplie. Depuis ses 17 ans, elle pratiquait régulièrement le trail et la course à pied, parcourant entre 10 et 20 km à chaque sortie. Elle était membre du club Vivonne Loisirs et elle avait l'habitude de courir sur des chemins balisés qu'elle connaissait bien. On arrive le jeudi 10 avril 2025. Il est 10h30 lorsqu'Agathe part pour faire son jogging habituel de chez elle, donc dans le quartier de Jorigny à Vivonne. C'est à 14h30, lorsque son père se réveille de la sieste, qu'il se rend compte de l'absence de sa fille. Il s'en inquiète parce que c'est pas du tout habituel. Il essaye de l'appeler, elle ne répond pas, de lui envoyer des textos, elle ne répond pas. Il fait le tour du quartier, aucune trace d'Agathe. Et c'est donc à 15h20 qu'il contacte la gendarmerie pour déclarer la disparition inquiétante de sa fille. Très vite, l'alerte est lancée. Dès le lendemain, on a un dispositif d'ampleur qui va être mis en place pour rechercher la jeune disparue. On a 110 gendarmes, épaulés par 60 militaires, des bénévoles du club de jogging, des habitants, au total plus de 300 personnes vont être mobilisées. Également, des recherches aériennes sont lancées, un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, des équipes cynophiles, des plongeurs qui ont fouillé des zones, soit plus de 100 km² ratissés, sans succès. Mais 100 km², c'est énorme, dites-vous, parce que j'ai pu le voir, c'est dans l'heure du crime de RTL, il y a quelqu'un qui expliquait que c'était la taille de Paris. Donc imaginez, c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est vraiment une région où il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de forêts, et donc c'est très très compliqué pour les recherches. On a évidemment un appel à témoins qui est lancé par la gendarmerie. Alors on voit au moment de sa disparition qu'Agathe portait un short noir, un haut sombre à manches courtes et un sac de course. Face à l'absence de résultats au bout d'une semaine, comme le veut la procédure, l'enquête pour disparition inquiétante évolue en information judiciaire, cette fois-ci pour enlèvement
et séquestration dès le 17 avril 2025. On a les premières hypothèses qui ont été évoquées et explorées. Très rapidement, quand j'ai entendu parler de cette disparition, au vu de la frêle corpulence de la jeune femme, je me suis dit peut-être que la pauvre, elle a eu un accident cardiovasculaire et qu'après un effort trop intense, son corps a lâché. Voilà, donc je me suis dit peut-être que malheureusement c'est accidentel. Mais finalement, ça reste peu probable. Déjà, c'était une joggeuse aguerrie, donc elle avait l'habitude de ce type d'effort physique. Puis surtout, on aurait retrouvé son corps au niveau de son trajet. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune trace d'elle. Donc c'est très inquiétant. On peut aussi penser au fait qu'elle ait voulu mettre fin à ses jours, mais là encore, rien ne colle. Déjà, il y a le journal intime de la jeune femme qui va être analysé par les enquêteurs. Ce journal intime ne contient aucune idée noire et en plus de ça, il voyait qu'elle était plutôt positive et elle parlait de ses projets, notamment d'un rendez-vous professionnel pour un prochain job d'assistante de direction ou encore elle avait prévu une soirée le week-end de la disparition. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, c'est évidemment la piste criminelle qui devient la plus crédible. En plus de ça, malheureusement, on a l'habitude d'entendre parler de disparition de joggeuses. Ce sont la plupart du temps des proies faciles et on pense très vite à ça. Donc on va analyser la géolocalisation de son téléphone portable et on voit qu'il borne une dernière fois à Voulon, entre deux lieux-dits, à environ 10 km de Vivonne. Et en plus de ça, les chiens qui ont été déployés sur le terrain s'arrêtent à cet endroit en bord de route et donc tout de suite on se pose la question, est-ce que elle est montée en voiture, puisque les chiens s'arrêtent à ce niveau-là et pareil, le bornage de son téléphone aussi. Donc est-ce que tout simplement elle est montée dans une voiture de gré ou de force? Malheureusement on pense plutôt à la deuxième hypothèse. C'est quelques semaines plus tard, le 4 mai 2025, qu'une découverte macabre sera faite par un promeneur. Il va malheureusement tomber sur le corps d'Agathe Hilleret en décomposition avancée dans un sous-bois de la forêt de Brie à Vivonne. C'est une zone qui est pourtant proche de la zone de recherche initiale, mais elle est légèrement en dehors. Donc cette zone n'a jamais été explorée. Et c'est ça qui est fou, c'est que généralement, quand les premières recherches ne donnent rien, après on espère une découverte fortuite par des promeneurs, des cueilleurs de champignons, des chasseurs. C'est ce qui a été le cas pour la malheureuse Agathe qu'on sait donc décédée malheureusement. L'autopsie est rapidement réalisée mais ne permet pas de déterminer immédiatement les causes du décès. Évidemment le corps est très abîmé donc certaines informations ne sont malheureusement plus disponibles. Par contre il y a un élément crucial qui va jouer un rôle important dans l'enquête sur la disparition et donc maintenant la mort d'Agathe Hilleret, c'est la montre connectée d'Agathe. En effet, vous savez, elle portait comme beaucoup de personnes qui courent ou qui réalisent des pratiques sportives régulières, cet objet connecté qui permet de suivre vos performances, vos statistiques pour pouvoir potentiellement vous améliorer au fur et à mesure du temps. En tout cas, l'analyse de cette montre connectée a permis de détecter des choses très précises et très inquiétantes. Notamment, ça a permis de déterminer que le rythme cardiaque d'Agathe s'est brusquement accéléré avant de s'arrêter net. Et ce, au même endroit où les chiens s'étaient stoppés net, donc juste à côté de la route et aussi pas très loin d'une voie ferrée. Et plus troublant encore, c'est l'endroit où le corps d'Agathe a été retrouvé. Il n'a pas été retrouvé donc à l'endroit où son cœur se serait stoppé net et où les chiens se sont arrêtés. Il a été retrouvé à plusieurs centaines de mètres de là et donc on pense évidemment que son corps a été déplacé. Et tout de suite on se pose des questions avec cette brusque augmentation cardiaque et le fait que son cœur se soit stoppé net. Est-ce que tout simplement elle aurait été effrayée par quelqu'un, elle aurait fait une mauvaise rencontre, elle avait tenté de fuir et donc avec le stress son cœur se serait emballé et malheureusement la personne l'aurait rattrapée et l'aurait
tué. En tout cas, la position du corps tel qu'il a été retrouvé n'est pas du tout naturelle et donc selon le médecin légiste ne correspond pas ni à une chute ni à un malaise. Donc 3 hypothèses à ce moment-là sont avancées. On peut penser à quelqu'un par exemple qui lui est foncé dessus en voiture, donc on peut penser à un homicide involontaire ou alors une agression mortelle ou alors un assassinat prémédité. Donc à ce jour, la cause de la mort n'a pas encore été divulguée. Cependant, il est clair et net qu'après ce que je vous ai évoqué, les enquêteurs privilégient la piste criminelle et c'est en ce sens qu'ils vont enquêter. Ce qui est sûr et certain, c'est que le corps a été déplacé et que selon les experts, il a été déplacé grâce à une voiture. Donc quelqu'un est à l'origine de cette disparition et du déplacement du corps. Donc l'enquête s'intensifie et c'est vraiment une enquête énorme qui en peu de temps va donner de bons résultats. Donc notamment, au total, il y a 7000 signalements traités, 1200 heures de vidéosurveillance analysées, 1000 auditions, des écoutes téléphoniques et des surveillances ciblées. Au final, on a 3 hommes qui vont être interpellés, qui sont inscrits au fichier des délinquants sexuels, mais finalement un seul va retenir l'attention des enquêteurs et va être placé en garde à vue. Son nom, Didier Laroche. Il est surnommé Rambo de par sa carrure assez impressionnante. C'est un homme de 59 ans qui habite en plein centre de Vivonne, exactement rue des Halles. Les policiers ont acquis rapidement la certitude qu'il n'avait aucun alibi au moment de la disparition de la jeune femme. Je vous disais, cet homme est inscrit au fichier des délinquants sexuels et son passé, c'est surtout ça à mon avis qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est un passé criminel lourd, sordide et qui est révoltant. Et je pense que vous allez être toutes et tous d'accord avec moi sur ce point-là. Ça commence en 1989, alors qu'il est dans sa vingtaine. Il fait une première tentative de V sur une femme et pour ça, il va prendre 6 mois de prison. 3 ans plus tard, en 92, il récidive, mais cette fois-ci, il arrive à ses fins. Donc, il V une femme, une joggeuse, sous la menace d'un couteau et pour ça, il va prendre 12 ans de prison. Il est condamné en 94. En 99, il est en permission et il va profiter de cette permission pour à nouveau agresser sexuellement une autre joggeuse et là c'est quand même assez inquiétant. Je vous explique. Ce qu'on apprend et ce que cette femme va rapporter, c'est qu'en fait, il lui parlait énormément pendant l'agression et il va lui dire qu'il s'était renseigné sur elle, qu'il savait où elle habitait. D'ailleurs, il lui parlait de sa belle maison, qu'elle avait un mari, qu'elle avait 2 enfants, et il expliquait qu'il s'était bien renseigné sur elle. Heureusement pour elle, elle a réussi à se débattre et à s'échapper en courant alors qu'il essayait de la déshabiller. Mais bon, le traumatisme est à vie. Ensuite, en 2001, il sort de prison, et là, à nouveau, il va réaliser un nouveau V, encore sous la menace d'une arme, et encore sur une joggeuse. À ce moment-là, il est donc condamné en 2003 pour les 2 dernières agressions réalisées, cette fois-ci à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans incompressibles. Mais bon, si je vous en parle, c'est qu'il est évidemment sorti, donc effectivement, après 21 ans de prison, Laroche est libéré en avril 2024. Donc là, c'est un peu complexe, donc je vais lire mes notes. Il va bénéficier d'un aménagement de peine via un placement en extérieur dans les départements de la Vienne. En fait, il s'agit d'un régime de détention en milieu ouvert qui vise à la réinsertion dans un cadre défini par le juge et sous le contrôle d'un SPIP. Et donc, depuis octobre 2024, soit 6 mois avant la disparition et le meurtre d'Agathe, il était suivi par la justice avec injonction de soins, résidence dans un lieu déterminé, interdiction de contact avec les victimes, interdiction de détenir une arme et obligation de travail. C'est donc en octobre 2024 qu'il s'installe à Vivonne et il s'installe à 2 pas d'une école et à côté d'une église, en plein centre-ville, sans même que la mère soit informée de la dangerosité et du passé de cet homme. En gros, on fait venir ce type de personnes autour de nous sans qu'on soit au courant. Et ça fait vraiment peur. Qui nous dit qu'aujourd'hui, à côté de chez nous, là, on n'a pas ce type de personnes? Donc bref, en tout cas,
Voilà le passé de cet homme qui est ultra dangereux et évidemment qui intéresse énormément tout de suite les enquêteurs. Alors, que faisait-il comme il avait obligation de travail? Eh ben, il était ouvrier agricole dans une ferme implantée dans la commune de Salles-Levesco jusqu'au jour de son arrestation, soit le mercredi 10 septembre 2025, il y a moins d'un mois, jour de son placement en garde à vue. En même temps, ils ont perquisitionné le domicile de Didier Laroche ainsi que sa voiture qui est une Renault Mégane. D'ailleurs, il y a des photos qui sont ressorties de cette perquisition. Ce véhicule a tout de suite été envoyé au laboratoire de la police scientifique de la gendarmerie. Vous savez, c'est l'IRCGN. Évidemment, on pense au fait que s'il est coupable, il a très certainement utilisé sa voiture pour déplacer le corps d'Agathe. Et ça ne loupe pas. L'ADN d'Agathe va être retrouvé dans la voiture de cet homme. Après 48 heures de garde à vue, le suspect va enfin avouer avoir en effet croisé la route d'Agathe et lui avoir infligé 2 coups. Le deuxième était fatal, mais sans intention de donner la mort selon ce qu'il rapporte. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il va avouer avoir donné des coups à Agathe et donc l'avoir croisée juste quand il a su que l'ADN d'Agathe, de la jeune joggeuse, a été retrouvé dans sa voiture. Sinon, il ne disait rien. Apparemment, les coups, c'était des coups au visage et donc le deuxième aurait été fort à tel point qu'il aurait provoqué la mort. Sauf que à ce jour, en tout cas selon les informations qu'on a, qui sont publiques, on ne peut pas appuyer ces dires avec les analyses du corps d'Agathe, puisque malheureusement, il est trop abîmé pour connaître les causes de la mort de la jeune femme. Donc évidemment, à la suite de sa garde à vue, il est mis en examen et incarcéré donc pour meurtre précédé d'enlèvement et de séquestration. Lui, il va dire qu'il regrette, mais c'est surtout parce que il regrette, on pense en tout cas, de retourner en prison. Concernant le déroulé des faits, il reste très évasif. Il ne mentionne pas d'agression sexuelle et l'état dégradé du corps ne permet pas en tout cas d'avoir cette information. Comme je vous disais, il parle du strict minimum. Tant qu'on ne lui apporte pas d'éléments concrets, il ne va jamais parler de lui-même. Ce qui choque évidemment dans cette affaire, ce sont les signaux d'alerte qui existaient depuis longtemps et aussi des personnes directement impliquées dans le dossier qui ont expliqué la dangerosité de cet homme. En 2023, alors que Didier Laroche était encore incarcéré à la prison ouverte de Casabianda en Corse, le juge d'application des peines de Bastia avait contacté l'avocat Maître Henri Arsac. C'est un avocat qui connaissait bien Didier Laroche, puisque 20 ans plus tôt, il avait défendu une de ses victimes qui avait été agressée lors de son jogging à Clermont-Ferrand. Et donc ce juge d'application des peines avait demandé l'avis de cet avocat et lui s'était formellement opposé à la remise en liberté de Didier Laroche. Il basait d'ailleurs son avis sur l'expertise psychiatrique de Laroche. Je vais lire son expertise psychiatrique. Celle-ci le décrivait comme un psychopathe à forte composante névrotique, hystérique, et faisait planer un doute sérieux sur sa curabilité. En plus de ça, cet avocat se souvenait d'un homme froid, niant les faits et incapable d'exprimer le moindre regret. Déjà en 2003, lors d'une audience d'appel, l'avocat général Jean-Marie Rousseau avait dressé un portrait glaçant de Didier Laroche. Je cite: un homme dangereux, violent, incapable de résister à ses envies. Je demande la peine la moins compressible possible, la perpétuité. Défendez les femmes contre ce serial killer, car si vous le laissez libre, il tuera. Malgré tous ces avertissements, Laroche est libéré. Alors je sais pas dans quel monde on a cru que c'était une bonne idée, ma foi. Et alors pire encore, moi c'est ça que je trouve fou, c'est qu'il est laissé livré à lui-même dans une ville où personne ne sait qui il est, ce qu'il a fait, donc à Vivonne, et il a pu récidiver très peu de temps après être sorti de prison. D'ailleurs, c'est ce qui met en colère évidemment les habitants qui sont sous le choc, extrêmement énervés de cette justice et de savoir que cet homme habitait autour d'eux comme ça sans que personne n'ait été au courant. Et d'ailleurs, on peut voir que les habitants sont énervés. Je vous mets une photo de ce qui a été mis
sur la porte de l'immeuble où habitait Didier Laroche. Ça montre à quel point les habitants sont énervés et on peut les comprendre. Donc évidemment, il y aura un futur procès, pas tout de suite, de Didier Laroche, et c'est un procès qui devrait soulever une question centrale. Quelle était l'intention réelle du suspect numéro 1 ? Était-ce un acte complètement non prémédité, un coup de colère incontrôlé, ou au contraire, c'était une agression planifiée ? Ce serait plus un meurtre, ce serait un assassinat. Il l'avait déjà fait par le passé, je vous ai expliqué. Donc en plus de ça, il faut savoir que Laroche vivait à proximité directe des parcours de jogging d'Agathe. Elle passait très souvent à côté de l'église, là où il habitait, donc il a très bien pu la repérer depuis un petit moment et penser à organiser tout ça en avance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de troublantes similitudes qui existent entre la mort d'Agathe et les anciennes victimes de Didier Laroche. La plupart sont des joggeuses qui ont été agressées dans un moment de vulnérabilité. Et je vais à nouveau citer l'avocat général du procès en 2003 qui disait, je cite, « Les victimes ont été agressées dans leur vie quotidienne, dans des endroits où elles se sentaient en sécurité. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. » Il avait expliqué que Didier Laroche recommencerait. Aujourd'hui, cette prédiction paraît tristement prémonitoire. Si sa culpabilité à Didier Laroche est confirmée dans la mort d'Agathe Hilleret, ça ferait d'elle sa 5e victime connue. Pour l'heure, Didier Laroche est, comme je l'ai expliqué, mis en examen du chef de meurtre précédé d'enlèvement et de séquestration. Et à ce jour, faites attention d'ailleurs dans les commentaires, il reste présumé innocent. L'enquête du parquet de Poitiers se poursuit, donc il y a énormément de choses à étudier avant la possibilité d'un procès. Mais je voulais mettre en lumière quelque chose de plutôt positif malgré tout ça, c'est l'utilisation des nouvelles technologies dans les enquêtes criminelles actuelles. Là, on parle évidemment de la géolocalisation de son portable, mais aussi et surtout de la montre connectée d'Agathe qui donne des informations qui, même quelques années auparavant seulement, n'auraient pas été possible d'obtenir. Là, ça a permis donc de retracer son parcours, de localiser l'endroit exact où son cœur s'est arrêté, d'ailleurs de démontrer qu'il y a eu une augmentation de ce rythme cardiaque brusquement avant qu'il s'arrête, et aussi que son corps a été déplacé. Mais au-delà de ces avancées qui sont clairement positives, l'affaire met crûment en lumière les failles de notre système judiciaire. C'est sûr, comment est-ce qu'un homme au passif aussi lourd, qualifié de dangereux par plusieurs personnes et de récidiviste, a-t-il pu être libéré, installé dans une commune sans que personne n'en soit averti, seulement 6 mois avant la disparition et le meurtre d'Agathe? Dans ce cas, si Didier Laroche est bien le coupable, on voit très bien une escalade de la violence, et là c'est vraiment mon point de vue, c'est que en fait il a tellement peur et tellement pas envie de retourner en prison, mais qu'il ne peut tellement pas aussi réfréner ses pulsions, qu'il s'est dit que la prochaine que je vais agresser, je vais la tuer et puis je vais dissimuler son corps et on va pas remonter à moi. Bon, clairement ça n'a pas été le cas, mais quand bien même ça montre que cet homme là, demain, si on le relâche dans la nature, il va refaire la même chose, possiblement. C'est un récidiviste et ça a été notifié plusieurs fois dans son passé de criminel. Aujourd'hui, donc, on soupçonne Didier Laroche d'avoir passé ce nouveau cap, d'ôter la vie à sa dernière victime. On peut se poser la question, qu'est-ce qui peut pallier à ça? Est-ce qu'on est obligé de relâcher? Déjà, on sait que non, parce que on peut faire des demandes après que les années de sûreté soient passées, mais elles ne sont pas obligatoirement acceptées. Et il y a une information que j'ai apprise grâce à l'heure du crime d'RTL, donc je vais vous en parler. Apparemment, en droit pénal français, on a une mesure qui permet de maintenir enfermées après leur peine les personnes jugées particulièrement dangereuses et susceptibles de récidiver en raison de troubles graves de la personnalité. C'est la rétention de sûreté. Mais malheureusement, cette loi a été instaurée après la dernière condamnation de Didier Laroche,
et donc elle n'a pas pu s'appliquer dans son cas. Et malheureusement, même si on ne peut pas refaire le monde, on peut légitimement se poser la question, si cette disposition avait existé plus tôt, Agathe Hilleray serait-elle encore en vie aujourd'hui? En tout cas, si la culpabilité de Didier Laroche est confirmée, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sortira plus jamais. Mais le vrai échec reste là, Agathe ne reviendra pas et tout cela aurait pu être évité. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé sur les circonstances de la disparition et de la mort d'Agathe. C'est évidemment une affaire à suivre. L'enquête n'en est qu'à ses débuts, je dirais. En tout cas, elle n'est pas terminée et il y aura très certainement un procès. Avec les éléments qu'on a, on a peu de place au doute sur la culpabilité du suspect numéro 1, même s'il faut que la présomption d'innocence soit respectée, je vous le rappelle. Je pense énormément aux parents d'Agathe qui ont même dû retirer la sonnette de chez eux parce qu'ils se faisaient harceler par des personnes, des journalistes, ce que je trouve horrible. Ils sont vraiment enfermés chez eux. Ils ne bougent pas, ils ne répondent à aucune sollicitation. Et des dernières informations que j'ai, ils n'ont même pas encore pris d'avocat. En fait, ils sont juste dans le chagrin et je leur envoie toutes mes condoléances et j'espère qu'ils pourront avancer autant que faire se peut. C'est vraiment horrible d'imaginer ça. J'espère que la justice évoluera, j'espère que les lois évolueront pour protéger les femmes, qu'on se retrouve plus avec des individus comme ça, incurables, récidivistes, qui clairement sont dangereux et qui le nient pas, hein. Ils savent qu'ils sont dangereux et on leur laisse la possibilité de refaire ça. 20 ans après, le mec il est sorti, c'est une des premières choses qu'il a fait. Et ça se trouve, il y a d'autres victimes, on n'est pas au courant. C'est vraiment grave. Donc, ça m'a énormément énervé cette disparition. Donc, je voulais absolument vous en parler pour mettre en lumière les failles de notre justice. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, s'il vous plaît, dans le respect, pour me dire ce que vous pensez de cette affaire. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette plus courte mais intense vidéo. On se retrouve sur ma chaîne secondaire Les Coulisses de Marine B pour tout ce qui est vlog des coulisses de mon travail, sachant que la semaine prochaine, ça va envoyer. Également, on se retrouve mardi 7 octobre sur M6 Appel à témoins. Je répondrai aux appels à témoins en direct à 21h. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, sur Discord, sur Instagram, sur X. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux en barre de description. On se retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo de disparition. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.